Je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, et ma vie a basculé lors d'un simple dîner de famille. J'étais assise à table avec mes parents, dans leur appartement que j'aimais tant, quand j'ai reçu ce texto d'un inconnu: « Lève-toi et pars. Ne leur dis rien. » J'ai obéi, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La police était déjà devant leur porte, prête à enfoncer le monde que je croyais connaître. Ce soir-là, j'ai compris que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils sont assis à votre table, vous sourient et vous appellent « ma chérie ». Avant de vous raconter les détails de cette nuit qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous. C'est une petite façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cette histoire. Ce dimanche soir-là avait commencé comme tous les autres. Le soleil se couchait sur les toits de la Croix-Rousse à Lyon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes que l'on ne pouvait admirer que depuis le balcon de mes parents. L'appartement sentait bon le rôti du dimanche de ma mère, Martine, une odeur qui, pour moi, a toujours été synonyme de sécurité, d'amour et de foyer. J'étais arrivée vers 19h, une bouteille de Saint-Joseph à la main, prête à passer une soirée tranquille en famille. Mon père, Bernard, m'a accueilli avec un grand câlin. À 60 ans, il avait encore cette carrure imposante d'ancien homme d'affaires, mais ses yeux bleus pétillaient toujours de la même tendresse quand il me regardait. « Léa, ma puce. Tu tombes bien », ta mère commençait à s'impatienter, m'a-t-il dit en me prenant le manteau. Ma mère est sortie de la cuisine, les mains enfarinées, un sourire chaleureux sur le visage. « Ah, te voilà. Le dîner est presque prêt. » Nous nous sommes installés dans le salon, un verre à la main. Mon frère aîné, Antoine, était déjà là, affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. À 34 ans, il vivait encore en partie au crochet de nos parents, une situation qui semblait ne déranger personne sauf moi, parfois. Il m'a gratifié d'un vague signe de tête. « Salut, sœurette. » L'ambiance était détendue, familière. Mon père a commencé à parler de ses « difficultés », un thème récurrent ces derniers mois. Il avait vendu son entreprise quelques années plus tôt, mais un mauvais investissement, disait-il, avait mis leurs finances à rude épreuve. « Heureusement que nous t'avons, Léa », a-t-il soupiré en posant sa main sur la mienne. « Sans ton aide, je ne sais pas comment nous aurions fait pour la maison. » Il y a 2 mois, il m'avait appelé en larmes. La banque menaçait de saisir leur appartement, le nid de notre famille, le lieu de tous nos souvenirs. Sans hésiter une seconde, j'avais vidé mon compte épargne, celui que je constituais patiemment depuis mes débuts en tant que graphiste freelance. 30 000 €. C'était tout ce que j'avais. Mais pour eux, pour leur tranquillité, cela me semblait une évidence. « C'est normal, papa. On est une famille », avais-je répondu, la gorge serrée par l'émotion. À table, l'illusion de la famille parfaite a continué. Ma mère nous a servi généreusement, s'inquiétant de savoir si j'avais assez de travail, si je mangeais bien. Mon père la secondait, me donnant des conseils paternels sur la gestion de ma petite entreprise. « Tu es si talentueuse, mais aussi si naïve parfois. Le monde des affaires est impitoyable », disait-il d'un air grave. Ironique, n'est-ce pas? Antoine, lui, était plus silencieux, mais ses pics étaient acérés. « C'est sûr qu'avec la générosité sans faille de Léa, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire », a-t-il lancé en se servant une 2e part de gratin. J'ai senti une pointe d'agacement, mais je l'ai vite balayée. Antoine avait toujours été un peu jaloux, un peu amer. Je mettais ça sur le compte de ses propres échecs. Je n'aurais pas pu imaginer la noirceur qui se cachait derrière son sarcasme. Je les regardais tous les 3, riant d'une vieille anecdote de vacances, et mon cœur se remplissait d'amour. C'était ça, ma réalité. Mon socle. Des parents aimants qui avaient tout sacrifié pour nous, un frère un peu agaçant mais présent. J'étais fière de pouvoir les aider en retour. J'étais fière d'être la fille sur qui ils pouvaient compter. Cette fierté, je le sais maintenant, était leur meilleure arme. Ils l'avaient cultivée, nourrie, pour mieux s'en servir contre moi. Le repas touchait à sa fin. Ma mère a apporté la tarte aux pommes, sa spécialité. C'est à ce moment précis, alors que mon père découpait les parts avec une attention méticuleuse, que mon téléphone a vibré sur la nappe. Je l'ai regardé distraitement. Un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils.
Probablement une erreur, ou un démarchage commercial. J'ai décidé de l'ignorer. Mais il a vibré à nouveau. Puis une troisième fois. Une insistance étrange, presque urgente. Agacé, j'ai discrètement glissé le téléphone sous la table pour regarder. Un seul message. Une seule phrase qui n'avait aucun sens. Lève-toi et pars. Maintenant. Ne leur dis rien. Mon sang s'est glacé. J'ai relevé la tête. Mon père me tendait une assiette de tarte, son plus beau sourire aux lèvres. Ma mère me demandait si je voulais de la crème. Antoine me regardait, un pli étrange au coin de la bouche. Tout était normal. Trop normal. Ce que je ne savais pas, c'est que le message que je venais de lire n'était pas une erreur. C'était une bouée de sauvetage, jetée à la dernière seconde dans l'océan de mensonges qui était ma vie. Et en décidant de m'y accrocher, j'allais faire exploser ma famille en 1000 morceaux. Mon cœur battait la chamade. J'ai relu le message une dizaine de fois, les mots dansant devant mes yeux. Lève-toi et pars. Maintenant. Ne leur dis rien. C'était absurde. Une mauvaise blague? Qui pouvait bien m'envoyer ça? J'ai rapidement passé en revue mes amis, mes collègues. Personne n'aurait fait une chose pareille. Léa, ça ne va pas? Tu es toute pâle, a demandé ma mère, sa voix empreinte d'une sollicitude qui, soudain, me paraissait fausse. Non, non, tout va bien, ai-je bafouillé en rangeant mon téléphone. Juste, un peu fatigué. Mon père a froncé les sourcils. Tu travailles trop. Je te l'ai toujours dit. Il faut savoir lever le pied. Ces paroles, qui d'habitude m'auraient rassuré, résonnaient étrangement dans ma tête. Une angoisse sourde commençait à monter en moi, une intuition primitive que quelque chose était terriblement anormal. J'ai essayé de me raisonner. C'était ma famille. Ces gens m'aimaient. Ils m'avaient élevé, protégé. Pourtant, je n'arrivais pas à chasser les mots du texto de mon esprit. J'ai risqué un coup d'œil vers Antoine. Il avait arrêté de manger et me fixait. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux un peu trop vite, un rictus presque imperceptible sur les lèvres. Ce n'était pas de la jalousie que je voyais dans son regard à cet instant. C'était autre chose. De la nervosité? De la culpabilité? Mon téléphone a vibré à nouveau, me faisant sursauter. Cette fois, j'ai senti une véritable panique m'envahir. Sous la table, à l'abri des regards, j'ai ouvert le nouveau message. C'était le même numéro. Ils ne sont pas ceux que tu crois. Par avant qu'il ne soit trop tard. La police arrive. La police. Le mot a explosé dans mon cerveau comme une grenade. La police? Pourquoi la police viendrait-elle ici? Dans cet appartement respectable, chez ces gens sans histoire? Mon esprit s'emballait, cherchant une explication logique. Un cambriolage dans le quartier? Une erreur? Mais le message était si direct, si personnel. Ils ne sont pas ceux que tu crois. J'ai levé les yeux vers mes parents. Ils discutaient de leurs prochaines vacances, un petit voyage en Bretagne qu'ils prévoyaient de faire, si les finances le permettaient. Ils semblaient si ordinaires. Mon père, avec son pull en cachemire et son air distingué. Ma mère, avec son collier de perles et son doux sourire. Des criminels? C'était impensable. C'était de la folie pure. Pourtant, l'urgence du message était palpable. Par avant qu'il ne soit trop tard. Une partie de moi voulait rire de cette situation grotesque, jeter mon téléphone et demander une autre part de tarte. Mais une autre partie, plus profonde, plus instinctive, me hurlait de fuir. C'était le même instinct qui vous fait faire un écart sur la route avant même de comprendre pourquoi, le même qui vous fait vous réveiller en sursaut juste avant que l'orage n'éclate. Je devais prendre une décision. Et vite. Excusez-moi, ai-je dit en me levant brusquement, ma chaise raclant le parquet. J'ai une migraine terrible qui vient de se déclarer. Je crois que je vais rentrer, il faut que je m'allonge. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. La surprise, puis l'inquiétude sur le visage de ma mère. Oh, ma chérie. Tu veux un cachet? Reste un peu, ça va peut-être passer. Non, vraiment, il faut que j'y aille, ai-je insisté, ma voix tremblant légèrement.
L'air frais me fera du bien. Mon père s'est levé à son tour. Je te raccompagne en bas. Non, ai-je crié, un peu trop fort. J'ai vu la stupeur dans ses yeux. J'ai adouci ma voix. Non, ce n'est pas la peine, papa. Vraiment. Je préfère marcher seul. Ça va aller. Antoine, lui, ne disait rien. Il me regardait, les bras croisés, avec une intensité qui me glaçait le sang. C'est son regard qui m'a convaincu. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Il savait. Il savait quelque chose que j'ignorais, et ça le mettait mal à l'aise que je parte si soudainement. J'ai attrapé mon sac et mon manteau dans l'entrée, évitant le contact visuel. Merci pour le dîner, c'était délicieux. On s'appelle demain. Fais attention sur la route, a lancé ma mère depuis la table. J'ai refermé la porte derrière moi, le cœur battant à tout rompre. Dans le silence de l'escalier, j'avais l'impression d'avoir échappé à un danger imminent, même si je ne pouvais pas le nommer. Chaque marche que je descendais m'éloignait de la chaleur et de la lumière de l'appartement, me plongeant un peu plus dans le froid et l'incertitude de la nuit lyonnaise. Étais-je en train de faire une erreur monumentale? Étais-je en train de fuir ma propre famille à cause d'une mauvaise blague? La honte commençait à poindre. J'allais avoir l'air d'une idiote. Demain, ils allaient me demander des explications, et que leur dirais-je? Qu'un inconnu m'avait dit qu'ils étaient des monstres et que la police arrivait? Arrivé en bas de l'immeuble, l'air frais de la nuit m'a fouetté le visage. J'ai hésité. Remonter? M'excuser? Mais l'image du regard d'Antoine m'est revenue en mémoire. Non. Quelque chose n'allait pas. Mon instinct m'a poussé à ne pas partir tout de suite. Au lieu de me diriger vers ma voiture, j'ai traversé la rue et je me suis caché dans l'ombre d'un Porsche, de l'autre côté de la place. De là, je pouvais voir les fenêtres illuminées de leur salon. Je me sentais ridicule, comme une espionne dans un mauvais film. J'ai sorti mon téléphone, prête à appeler un ami pour lui raconter ma mésaventure et en rire. Mais je n'ai pas eu le temps de composer le numéro. Car c'est à ce moment-là que je les ai vus. 2 voitures banalisées, sans gyrophare, qui ont tourné au coin de la rue et se sont arrêtées en silence, juste devant mon immeuble. Mon souffle s'est coupé. Chaque mot du message était vrai. Le temps semblait s'être arrêté. Je suis resté figé dans l'ombre du Porsche, mon téléphone serré dans ma main au point que mes jointures en étaient blanches. Les 2 voitures étaient là, immobiles, moteurs éteints. Des silhouettes en civil en sont sorties, se déplaçant avec une efficacité silencieuse et professionnelle. Ce n'étaient pas des policiers de quartier venus pour une plainte de voisinage. C'était autre chose. De plus sérieux. De plus effrayant. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. C'était un cauchemar réveillé. J'ai regardé les fenêtres de l'appartement. La lumière était toujours allumée. J'imaginais la scène à l'intérieur, mes parents, probablement en train de débarrasser la table, s'inquiétant pour ma migraine, ignorant totalement le drame qui se nouait à leur porte. L'image était si normale, si domestique, qu'elle rendait la présence policière en bas encore plus surréaliste et menaçante. Mon premier réflexe a été de vouloir les prévenir. Courir, crier, leur dire de s'enfuir. Mais fuir quoi? Et pourquoi? Le message disait, ils ne sont pas ceux que tu crois. Une part de moi, malgré l'horreur, voulait savoir. Savoir ce qui se cachait derrière cette façade parfaite que j'avais aimée toute ma vie. Les policiers se sont regroupés sur le trottoir, parlant à voix basse. Puis, une 3e voiture est arrivée, une berline noire ordinaire. Elle s'est garée un peu plus loin. La portière passager s'est ouverte, et un homme en est descendu. Même à cette distance, sous la lueur blafarde des lampadaires, je l'ai reconnu immédiatement. C'était Monsieur Moreau. Le voir ici était peut-être encore plus choquant que de voir la police. Monsieur Moreau était le comptable de mon père depuis plus de 20 ans. Un homme petit, discret, avec des lunettes épaisses et une calvitie prononcée. Il faisait presque partie des meubles. Il venait dîner à la maison 1 ou 2 fois par an, m'avait toujours connu depuis que j'étais enfant, et m'offrait des étrennes à chaque nouvel an. Il était l'incarnation de la fiabilité et de l'ennui. Que faisait-il ici, au milieu d'une opération de police, en pleine nuit? Son visage était un masque de détresse.
Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il a parlé brièvement à l'un des officiers, qui semblait être le chef du groupe, en lui montrant des papiers qu'il tenait dans une mallette. Puis, comme s'il sentait ma présence, il a levé la tête et son regard a balayé la rue. Il s'est arrêté net quand il m'a vu. Il y a eu un instant de flottement. La surprise, la pitié, le regret se sont succédés sur son visage. Il a dit quelque chose à l'officier, qui a hoché la tête. Lentement, Monsieur Moreau a traversé la rue et s'est dirigé vers moi. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il l'entende. Chaque pas qu'il faisait vers moi était un pas qui me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas sûre de vouloir connaître. Léa, a-t-il commencé, sa voix n'étant qu'un murmure étranglé. C'est moi qui voulais envoyer les messages. Je suis tellement désolée. Les mots flottaient dans l'air froid. C'était lui. Le messager anonyme. Le sauveur improbable. Mais, pourquoi, ai-je réussi à articuler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est là? Il a eu du mal à me regarder dans les yeux. Ils vont les arrêter, Léa. Ton père. Ta mère. Et probablement Antoine. Arrêter? Le mot n'avait aucun sens. Arrêter pourquoi? C'est une erreur. Mes parents sont des gens honnêtes. Ils ont des difficultés financières, c'est tout. Un rire triste et sans joie s'est échappé de ses lèvres. Des difficultés financières? C'est ce qu'il vous a dit. Il a secoué la tête, un profond chagrin gravé sur ses traits. Léa, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a jamais eu de difficulté. C'est tout le contraire. Je le fixais, essayant de comprendre. Mon cerveau tournait à vide. Vos parents, a-t-il continué d'une voix basse et précipitée, comme s'il voulait s'arracher ses mots de la bouche, ne sont pas ruinés. Ils sont à la tête d'une escroquerie. Une arnaque au placement qui a dépouillé des dizaines de personnes, principalement des retraités qui leur faisaient confiance. Ils ont volé des millions d'euros, Léa. Chaque mot était un coup de poing en plein visage. Escroquerie. Voler. Millions. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était un autre monde, un monde de films et de journaux télévisés, pas le mien. Non, ai-je chuchoté. Vous mentez. J'aimerais tellement mentir, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Je suis leur comptable. J'ai vu les comptes. J'ai vu l'argent entrer, l'argent disparaître dans des sociétés écrans. Au début, je n'ai rien dit. J'avais peur. Et puis, ils ont commencé à vous utiliser. M'utiliser? L'argent que vous leur avez donné, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Les 30 000 euros. Ce n'était pas pour sauver la maison. La maison n'a jamais été en danger. C'était pour rembourser en urgence un de leurs clients, un homme qui avait découvert l'arnaque et menaçait de tout révéler. Vous n'avez pas sauvé vos parents, Léa. Vous avez acheté leur silence et leur avez permis de continuer. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le sacrifice dont j'étais si fière, n'était qu'une pièce de plus dans leur jeu sordide. J'avais été leur pion. J'ai senti la nausée monter. Je ne pouvais plus, a continué Monsieur Moreau, presque pour lui-même. Voir ce qu'il vous faisait, c'était trop. J'ai tout avoué à la police ce matin. Je savais qu'il viendrait ce soir. Je devais vous faire sortir de là. Je ne voulais pas que vous soyez au milieu de ça, que votre nom soit mêlé à cette horreur. Au même moment, de l'autre côté de la rue, les policiers ont commencé à monter les escaliers de l'immeuble. Le début de la fin. Je suis resté là, pétrifié, à regarder l'homme qui venait de détruire mon monde pour me sauver. Mes parents, mes héros, n'étaient que des voleurs. Des manipulateurs. Et moi, leur fille aimante, leur complice involontaire. Mais la pire trahison, la plus intime, la plus cruelle, n'avait pas encore été révélée. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous cru cet homme, ou seriez-vous retourné défendre votre famille? Dites-le-moi dans les commentaires, car même aujourd'hui, je me pose la question. Le bruit des pas lourds des policiers résonnant dans la cage d'escalier de l'immeuble semblait marquer le rythme de l'effondrement de ma vie. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de la porte d'entrée de l'immeuble, m'attendant à chaque seconde à entendre des cris, du bruit, le son de mon univers qui se brise. Venez, a murmuré Monsieur Moreau, me tirant doucement par le bras.
On ne peut pas rester ici. Il m'a guidé, comme on guide un automate, vers un petit café un peu plus loin, dont la lumière tamisée semblait être un refuge improbable dans la tourmente de cette nuit. Nous nous sommes assis à une table au fond, loin des quelques clients nocturnes. Il a commandé 2 cafés que je n'ai pas touchés. Je tremblais de tous mes membres, un froid glacial s'étant emparé de moi, un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Comment ai-je finalement réussi à articuler ma voix rauque? Comment est-ce possible? Mon père, il a toujours été l'homme le plus droit que je connaisse. Monsieur Moreau a remué son café, le regard perdu dans la tasse. L'appât du gain, Léa. Ça commence petit. Un bon coup financier, un investissement un peu risqué mais légal. Et puis, la ligne est franchie. Il a commencé il y a environ 5 ans. Il a utilisé son ancien carnet d'adresses, des amis, d'anciens collègues. Des gens qui lui faisaient une confiance aveugle. Il leur promettait des rendements exceptionnels, des placements sûrs. C'était un système de Ponzi classique. L'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les intérêts des anciens, et bien sûr, à financer leur train de vie. Le train de vie. Soudain, des détails insignifiants me sont revenus en mémoire. La nouvelle voiture de mon père l'année dernière, une bonne occasion, avait-il dit. Les bijoux que ma mère portait, des cadeaux de Bernard pour notre anniversaire. Leurs voyages fréquents, toujours dans des hôtels de luxe, grâce à des points de fidélité accumulés. Tout cela, je l'avais cru. J'avais voulu le croire. Et ma mère, elle savait? Il a hoché la tête tristement. Elle était son bras droit. C'est elle qui gérait les appels, qui rassurait les clients les plus inquiets avec sa voix douce et maternelle. Elle était peut-être même plus douée que lui pour la manipulation. Cette révélation était presque plus douloureuse encore. Ma mère, mon modèle de douceur et d'honnêteté. Une complice. Monsieur Moreau a ouvert sa mallette qu'il n'avait pas lâchée. Il en a sorti une liasse de documents. C'étaient des relevés de compte, des ordres de virement. Il me les a montrés, un par un, m'expliquant le circuit de l'argent. Je voyais des sommes astronomiques transiter par des comptes au nom de sociétés dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis devenu complice malgré moi, a-t-il avoué, la honte alourdissant sa voix. Au début, il m'a présenté ça comme de l'optimisation fiscale un peu agressive. Quand j'ai compris la véritable nature de ses activités, il était trop tard. Il m'a menacé. Il a dit qu'il m'entraînerait dans sa chute, que j'avais signé des documents, que je risquais la prison autant que lui. J'ai une famille, des enfants. J'ai eu peur. Je pouvais comprendre sa peur. Mais une question me brûlait les lèvres. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Pourquoi maintenant? Son regard s'est posé sur moi, et pour la première fois, j'y ai vu une lueur de détermination. À cause de vous, Léa. Quand il vous a demandé cet argent. Quand j'ai vu dans les comptes que vos économies, le fruit de votre travail honnête, servaient à couvrir leurs crimes. C'en était trop. Utiliser sa propre fille comme un bouclier, comme une source de financement. Je ne pouvais plus dormir la nuit. J'ai décidé que je préférais encore risquer la prison que de laisser faire ça. Ces mots auraient dû me réconforter, mais ils ne faisaient qu'approfondir ma douleur. J'avais été le déclencheur de sa confession, mais aussi la dernière victime de leur cupidité. Puis, il a sorti un autre dossier de sa mallette. Celui-ci était plus fin. Il y a autre chose que vous devez savoir. Et c'est peut-être le pire. Je ne voyais pas ce qui pouvait être pire que tout ce que je venais d'apprendre. Je me trompais. Il a posé devant moi des photocopies de demandes d'ouverture de comptes bancaires et de contrats de carte de crédit. Et sur chaque page, en bas, il y avait mon nom, Léa Durand, et une signature qui imitait parfaitement la mienne. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, le souffle court. Ce sont des comptes que votre frère, Antoine, a ouverts à votre nom, sans que vous le sachiez. Il a utilisé une photocopie de votre carte d'identité que vous aviez laissée à la maison il y a des années. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. Antoine. Mon frère. Pourquoi, ai-je chuchoté. Pour blanchir une partie de l'argent, a expliqué Monsieur Moreau, la voix dure. Des plus petites sommes, pour ne pas attirer l'attention. Il faisait transiter l'argent par ses comptes avant de le virer à l'étranger. Officiellement,
aux yeux de la loi, si quelqu'un regarde ces relevés, c'est vous qui êtes impliqué. C'est votre nom qui apparaît partout. Le froid qui m'avait saisi s'est transformé en une chape de glace. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était un piège. Il ne m'avait pas seulement menti et volé mon argent. Il m'avait délibérément mis en danger, me transformant, à mon insu, en criminel. Mon frère, avec la bénédiction de mes parents, m'avait utilisé comme un fusible, prêt à sauter pour les protéger. Je me suis souvenu de son regard à table, juste avant que je ne parte. Ce n'était pas de la nervosité. C'était la peur panique d'un coupable qui voit son alibi quitter la scène du crime. J'ai posé ma tête entre mes mains, les larmes que j'avais retenues jusqu'à présent coulant enfin, des larmes de rage, de chagrin et de peur. Ma vie entière n'était qu'un mensonge. Ma famille n'était pas un refuge, c'était une prison dorée construite sur la ruine des autres. Et le pire, c'est que je réalisais que la manipulation avait commencé bien avant cette histoire d'argent. Bien avant. Assise dans ce café sordide, face à un homme qui était à la fois le destructeur de mon monde et mon unique allié, j'ai senti la tristesse se muer en une rage froide et lucide. La découverte des comptes bancaires ouverts à mon nom par mon propre frère était la trahison de trop. Ce n'était plus une question de mensonge pour se protéger, c'était un acte délibéré pour me nuire, pour me jeter en pâture au loup si les choses tournaient mal. Je tremblais tellement que j'ai failli renverser mon café. Vous imaginez ? La personne qui a grandi avec vous, qui a partagé vos secrets d'enfance, votre propre sang, vous utilise comme un bouclier humain, comme un fusible. C'est une abomination qui dépasse l'entendement. Continuez à écouter, car la manipulation était encore plus profonde et plus vicieuse que ça. Mon esprit, maintenant libéré du carcan de l'amour aveugle, a commencé à fonctionner à plein régime. Des souvenirs, des conversations, des événements passés que j'avais classés comme anodins ont refait surface, mais éclairés par cette nouvelle lumière sinistre, ils prenaient un sens tout à fait différent. C'était comme si je regardais le film de ma vie et que je réalisais que le scénario avait été truqué depuis le début. Soudain, une image s'est imposée à moi, si nette et si douloureuse qu'elle m'a coupé le souffle. Il y a 2 ans, ai-je commencé, ma voix n'étant plus qu'un fil. Il y a 2 ans, j'ai failli quitter Lyon. Monsieur Moreau m'a regardé, attentif. J'avais postulé pour un poste de directrice artistique dans une grande agence de publicité à Paris. C'était le job de mes rêves. J'avais passé toutes les étapes de sélection, il ne restait plus que le grand entretien final avec le PDG. J'étais sur un nuage. C'était ma chance de vraiment lancer ma carrière, de prendre mon envol. Je me suis interrompue, revivant la déception comme si c'était hier. Et puis, 2 jours avant l'entretien, j'ai reçu un email. Un email très formel, de la part des ressources humaines de l'agence. Il disait que suite à une restructuration interne, le poste avait été supprimé. Il s'excusait pour le désagrément. J'ai été anéantie, ai-je continué. J'ai pleuré pendant 1 semaine. Et mes parents, ils ont été tellement compréhensifs. Ma mère m'a prise dans ses bras, elle m'a dit que ce n'était pas grave, que le destin voulait que je reste près d'eux. Mon père m'a dit que Paris était une ville de requins, que j'étais trop sensible pour ce milieu, et que mon talent serait mieux reconnu à Lyon, où je pouvais rester indépendante. Ils m'ont tellement bien consolée que j'ai fini par croire que c'était un mal pour un bien. Monsieur Moreau ne disait rien, mais son visage s'était durci. « Avez-vous encore cet email » a-t-il demandé calmement. J'ai hoché la tête. « Oui, je crois. » Je l'ai archivé. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai cherché dans mes archives et je l'ai trouvé. Je lui ai tendu le téléphone. Il l'a pris, a plissé les yeux derrière ses lunettes, lisant attentivement. Il a zoomé sur l'adresse de l'expéditeur. « Regardez » a-t-il dit en me montrant l'écran. L'adresse email. C'est contact@agence-pub-dupont.fr. Oui, et alors ? J'ai eu affaire à eux pour un client il y a quelques mois, a-t-il expliqué. Leur véritable nom de domaine, c'est https://www.google.com/search.q=dupont-agency.com pas.fr. Et leur adresse RH, c'est recrutement@pas.contact@. J'ai fixé l'écran, le cœur au bord des lèvres. Cette info, Léa,
a-t-il affirmé sans l'ombre d'un doute. Info très bien fait. Quelqu'un a acheté un nom de domaine très similaire et a créé une fausse adresse e-mail pour vous envoyer ce message. C'est une technique courante dans l'usurpation d'identité. Le monde a cessé de tourner. Le café, la rue, la nuit, tout a disparu. Il ne restait que cette révélation, monstrueuse, insupportable. Ils avaient fait ça. Mes propres parents. Ils n'avaient pas seulement profité de ma gentillesse. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils n'avaient pas seulement mis mon avenir judiciaire en péril. Ils avaient activement, délibérément, saboté la plus grande opportunité de ma vie. Ils avaient brisé mes rêves pour une raison simple et égoïste, me garder près d'eux. Pas par amour. Mais pour me garder sous leur contrôle, comme une police d'assurance, une ressource financière et un bouclier légal potentiel. La douleur était physique. C'était une brûlure dans ma poitrine, un nœud dans mon estomac. Toutes leurs paroles de réconfort à l'époque me sont revenues, mais cette fois, elles sonnaient comme le sifflement d'un serpent. Tu es mieux près de nous. Paris n'est pas pour toi. Ce n'était pas de la sollicitude. C'était le discours d'un geôlier à son prisonnier. C'est à ce moment précis que la dernière once d'amour filial que je pouvais encore ressentir pour eux s'est éteinte. La tristesse a laissé place à une détermination glaciale. Je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus une victime passive de leur manipulation. Ils m'avaient déclaré la guerre ce soir-là, sans même le savoir. Et j'allais me battre. Pas seulement pour prouver mon innocence, mais pour récupérer les morceaux de la vie qu'ils m'avaient volée. Les jours qui ont suivi cette nuit apocalyptique ont été un brouillard de peur, de colère et de démarches administratives épuisantes. Monsieur Moreau m'a aidé à trouver un avocat, Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années, spécialisé dans les affaires financières complexes. Son regard était perçant, mais bienveillant. Il a écouté mon histoire pendant près de 2 heures sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes méticuleuses. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Mademoiselle Durand, a-t-il finalement dit d'une voix grave, votre situation, extraordinairement compliquée. Et profondément tragique. Vais-je aller en prison, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis que j'avais vu mon nom sur ces documents. Je vais être honnête avec vous, a-t-il répondu. Le fait que votre nom apparaisse sur des comptes ayant servi à blanchir de l'argent fait de vous, aux yeux de l'enquête initiale, une suspecte. Pas une victime. Notre première et unique mission est de renverser cette perception. Nous devons prouver que vous avez été manipulé, que votre identité a été usurpée. La première étape a été ma convocation au commissariat central. Y entrer en tant que suspecte potentielle, et non en tant que citoyenne lambda, est une expérience terrifiante. Les murs gris, l'odeur de désinfectant, le bruit des clés et des portes qui claquent, tout est conçu pour vous faire sentir coupable. J'ai été interrogé pendant 6 heures par 2 inspecteurs. Un homme plus âgé, cynique et méfiant, et une femme plus jeune, dont le regard oscillait entre la pitié et le doute. Ils m'ont posé les mêmes questions encore et encore, sous des angles différents, cherchant la faille, la contradiction. Alors, mademoiselle Durand, vous nous dites que vous n'étiez pas au courant que des milliers d'euros transitaient chaque mois par des comptes à votre nom? Vous voulez nous faire croire que votre propre frère a fait ça sans que vous ne vous en doutiez jamais? Vous avez donné 30 000 euros à vos parents sans signer le moindre papier, sans poser de questions? Vous êtes soit incroyablement naïve, soit une excellente actrice. Chaque question était une accusation. J'ai raconté mon histoire, encore et encore, avec l'aide de Maître Dubois qui intervenait pour clarifier des points de droit. J'ai fourni l'email frauduleux de Paris, les relevés de mon propre compte en banque montrant le virement de mes économies, les messages de Monsieur Moreau. C'était ma parole contre un dossier d'accusation qui, sur le papier, était accablant. Le moment le plus dur a été lorsque j'ai dû les confronter. Pas directement, mais lors d'une séance d'identification. On m'a placé derrière une vitre sans teint. De l'autre côté, aligné avec d'autres personnes, se trouvaient mon père, ma mère et Antoine. Les voir là, sous la lumière crue de la salle d'interrogatoire, était un choc. Ils avaient l'air diminué. Mon père, d'habitude si fier et droit, était voûté, le visage gris. Ma mère pleurait en silence. Antoine, lui, fixait le vide, le visage fermé, une lueur de défi mauvais dans les yeux.
Quand son regard a croisé la vitre, j'ai eu l'impression qu'il me voyait, qu'il me transperçait de sa haine. À cet instant, j'ai compris qu'il ne regretterait jamais. Pour lui, j'étais la traîtresse. Moi, qui avais tout révélé. Ils ne m'ont jeté aucun regard de regret, aucune demande de pardon silencieuse. Dans leurs yeux, je n'étais plus leur fille ou leur sœur. J'étais une menace. Un problème à gérer. La froideur de leur indifférence m'a fait plus de mal que n'importe quelle insulte. C'est là que j'ai vraiment fait le deuil de ma famille. La famille que je croyais avoir n'avait jamais existé. Après l'interrogatoire, Maître Dubois m'a expliqué la suite. Il nie tout en bloc concernant votre implication. Leur version est que vous étiez une complice volontaire, motivée par l'argent. Ils disent que vous avez paniqué et que vous essayez maintenant de vous faire passer pour une victime pour sauver votre peau. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ils ne se contentaient pas de nier. Ils m'accusaient. Ils essayaient de m'entraîner avec eux dans leur chute. C'est une stratégie de défense classique, a continué l'avocat. Créer le doute. Sacrifier un pion pour sauver les pièces maîtresses. Mais c'est aussi une erreur de leur part. Cette agressivité va se retourner contre eux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Léa, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable. Quelque chose qui lie directement Antoine à l'usurpation de votre identité. Un document, un email, un témoin. Pensez. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, qu'il aurait pu laisser derrière lui? Je suis rentré chez moi ce soir-là, l'esprit en ébullition. J'ai repassé en revue des années de souvenirs avec mon frère. Son arrogance, sa paresse, mais surtout, sa négligence. Antoine avait toujours été désordonné, laissant traîner ses affaires, oubliant tout. Il était intelligent pour monter des arnaques, mais terriblement imprudent dans la vie de tous les jours. Et soudain, une image m'est apparue. Une image qui datait de plusieurs mois. Antoine, pestant contre son vieil ordinateur portable qui ne fonctionnait plus. Il en avait acheté un neuf et avait jeté l'ancien dans un placard de sa chambre d'adolescent, chez mes parents. Je m'en occuperai plus tard, avait-il dit. Ce placard. Cet ordinateur. C'était peut-être là. Ma seule et unique chance de trouver la preuve qui pourrait me sauver de la prison et exposer leur cruauté au grand jour. L'idée de retourner dans l'appartement de mes parents me donnait la nausée. Cet endroit, autrefois mon refuge, était maintenant la scène d'un crime, un mausolée rempli de souvenirs empoisonnés. Mais la pensée de cet ordinateur portable était une lueur d'espoir trop puissante pour être ignorée. C'était un pari risqué, mais c'était le seul que je pouvais faire. Maître Dubois a dû batailler pour obtenir l'autorisation. L'appartement était sous scellé dans le cadre de l'enquête. Finalement, il a réussi à négocier une visite, strictement encadrée. Je serais accompagné d'un officier de police judiciaire et je n'aurais droit qu'à 1 heure pour récupérer des effets personnels. Officiellement, j'y allais pour prendre des vêtements et des documents. Officieusement, j'y allais pour une chasse au trésor macabre. Le jour J, en arrivant devant l'immeuble, j'ai eu un haut-le-cœur. L'officier qui m'accompagnait, un homme bourru d'une 40aine d'années, a brisé les scellés sur la porte. Le bruit du ruban adhésif qu'on arrache a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence du palier. L'intérieur était exactement comme je l'avais laissé ce dimanche soir funeste. Les assiettes de tarte à moitié mangées étaient encore sur la table du salon, une fine couche de poussière les recouvrant déjà. Une scène de vie quotidienne figée dans le temps, brutalement interrompue. L'air était lourd, stagnant. L'odeur de rôti avait été remplacée par une odeur de renfermé, de secret et de mensonge. « Vous avez 1 heure, a dit l'officier en regardant sa montre, se postant près de la porte d'entrée. J'ai hoché la tête, essayant de calmer les battements de mon cœur. J'ai d'abord fait semblant d'aller dans ma chambre d'enfant, rassemblant quelques vieux livres et albums photos pour donner le change. Chaque objet que je touchais semblait me brûler les doigts. C'était une torture. Puis, prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la chambre d'Antoine. Elle était en désordre, comme toujours. Des vêtements traînaient par terre, des magazines de sport étaient empilés sur son bureau. J'ai ouvert la porte du grand placard mural. Une vague d'odeur de poussière et de linge sale m'a assailli. J'ai fouillé derrière de vieilles boîtes de jeux vidéo et des piles de vêtements qu'il ne mettait plus.
Et puis, mes doigts ont touché une surface froide et métallique. Je l'ai sorti. C'était lui. Le vieil ordinateur portable, couvert de poussière mais intact. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai glissé dans un grand sac de sport, sous une pile de pulls, en priant pour que l'officier ne me demande pas de lui montrer le contenu. J'ai passé les 20 minutes restantes à rassembler d'autres affaires sans importance, le cerveau en ébullition. En sortant, l'officier a jeté un regard distrait à mon sac. « C'est bon pour vous ? » ?»« Oui, merci, » ai-je répondu, ma voix à peine audible. J'ai quitté l'immeuble sans me retourner. Le sac pesait 1 tonne sur mon épaule, non pas à cause de son poids physique, mais à cause du poids de l'espoir et de la peur qu'il contenait. Je n'ai pas appelé Maître Dubois tout de suite. Je savais que la police voudrait saisir l'ordinateur comme pièce à conviction, et j'avais peur que des données cruciales soient perdues ou jugées irrecevables. J'avais besoin de savoir ce qu'il contenait avant tout le monde. J'ai appelé le seul ami en qui j'avais une confiance absolue, Marc, un génie de l'informatique que je connaissais depuis l'université. Je suis allé directement chez lui. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre. Il m'a écouté, le visage grave, sans jamais me juger. « Laisse-moi voir ce que je peux faire », a-t-il dit simplement en prenant l'ordinateur. Il est vieux, le disque dur est probablement en fin de vie, mais parfois, c'est une bonne chose. Les gens deviennent négligents avec le matériel qu'ils pensent obsolète. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Marc s'est enfermé dans son bureau, et je suis resté dans son salon, à faire les 100 pas, incapable de manger ou de boire. Chaque minute était une éternité. Et si l'ordinateur ne démarrait pas ? Et si Antoine avait tout effacé ? Vers 2 heures du matin, la porte du bureau s'est ouverte. Marc est apparu, l'air fatigué mais avec une lueur triomphante dans les yeux. « Bingo », a-t-il dit. « Ton frère est un escroc, mais c'est un amateur en sécurité informatique. Il a supprimé des fichiers, bien sûr. Mais supprimer un fichier, ce n'est pas le détruire. C'est juste dire à l'ordinateur qu'il peut écrire par-dessus. Tant qu'il ne l'a pas fait, les données sont récupérables. » Il m'a fait signe de le rejoindre. Sur son grand écran, il y avait des dizaines de fenêtres ouvertes. « J'ai trouvé ça », a-t-il dit en pointant une série de documents. Des scans de ta carte d'identité et de tes fiches de paie. Il les a utilisés pour les demandes en ligne. J'ai aussi trouvé l'historique de ses achats de noms de domaine. Et devine quoi ? Il a bien acheté agence-pub-dupont.fr 1 semaine avant que tu ne reçoives le faux email. Les larmes de soulagement ont commencé à couler sur mes joues. C'était la preuve. La preuve tangible dont parlait Maître Dubois. Mais attends, a dit Marc, son expression redevenant sérieuse. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Un fichier audio, dans un dossier caché. Je crois que tu dois l'entendre. Il a double-cliqué sur le fichier. Un grésillement, puis des voix. Des voix que je connaissais par cœur. Celles de mon père et de mon frère. Et ce qu'elles disaient allait me hanter pour le restant de mes jours. Le son qui est sorti des enceintes de l'ordinateur de Marc était de mauvaise qualité, étouffé, comme si le téléphone avait été posé sur une table. Mais les voix étaient indubitablement celles de mon père et de mon frère. La conversation semblait avoir été enregistrée à leur insu, probablement par une application qu'Antoine avait installée et oubliée. La première voix était celle d'Antoine, pleine d'une arrogance satisfaite. Et voilà, c'est fait. Les comptes sont ouverts. Elle ne se doutera de rien. Franchement, c'est presque trop facile. Puis, la voix de mon père. Et ce n'était pas la voix chaude et paternelle que je connaissais. C'était une voix froide, calculatrice. Bien joué, fils. Assure-toi juste de ne faire transiter que de petites sommes au début. Il ne faut pas l'alerter. Elle est utile, mais elle est aussi notre plus grand risque si elle commence à poser des questions. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Elle est utile. C'est comme ça qu'il parlait de moi. Comme d'un outil. Un objet. Antoine a ri. Un rire gras, méprisant. Des questions ? Léa ? Tu plaisantes ? Elle vit dans son monde de couleurs et de dessins. Tant que tu lui dis que tu l'aimes et que tu es fier d'elle, elle te donnerait la lune.
C'est une tirelire émotionnelle, cette fille. Une tirelire émotionnelle. La violence de ces mots m'a frappé en pleine poitrine. C'était donc ça, leur vision de mon amour, de ma dévotion. Une faiblesse à exploiter. Mais le pire était à venir. Et pour son histoire à Paris, a demandé mon père. Tu es sûr que ça a marché? Comme sur des roulettes, a répondu Antoine, triomphant. L'email est parti ce matin. À l'heure qu'il est, elle doit être en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Maman est avec elle, en train de jouer les mères poules parfaites. C'est magnifique à voir. Elle va croire qu'on est sa seule bouée de sauvetage. Elle ne voudra plus jamais nous quitter. Et puis, mon père a ri. Ce n'était pas un petit rire. C'était un rire franc, amusé. Le rire de quelqu'un qui apprécie une bonne blague. Il riait du chagrin de sa propre fille. Il riait de la destruction de mes rêves, un plan qu'il avait orchestré avec mon frère. Parfait, a dit mon père après avoir repris son souffle. C'est parfait. Elle est trop sensible, trop fragile pour réussir seule de toute façon. Au moins, ici, près de nous, elle sert à quelque chose. Elle nous assure une sécurité. Tant qu'elle continue de nous fournir de l'argent quand on en a besoin et qu'on a ses papiers sous la main, nous sommes tranquilles. La conversation a continué encore quelques minutes, discutant de détails sordides sur leur investisseur, mais je n'entendais plus. Le rire de mon père tournait en boucle dans ma tête. C'était le son de la trahison absolue. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses possibles. Pas de « il a été influencé », pas de « il ne réalisait pas ». Il était le cerveau. Froid, cruel et calculateur. Marc a arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il m'a regardé, le visage plein de compassion. Léa, je suis tellement désolée. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Un vide immense s'était creusé en moi, un désert où il n'y avait plus rien. Plus d'amour, plus de tristesse, plus de colère. Juste le vide. La certitude d'être complètement et irrémédiablement seul. Fait en une copie, ai-je dit, ma voix plate, méconnaissable. Fait plusieurs copies. Sur des clés USB. Je les veux. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. Je lui ai donné l'ordinateur et les clés USB. Il a écouté l'enregistrement, le visage impassible, mais j'ai vu ses poings se serrer sous la table. Ceci, a-t-il dit en retirant ses écouteurs, change tout. Ce n'est plus seulement une preuve d'usurpation d'identité. C'est la preuve de la préméditation, de l'abus de confiance, de la manipulation psychologique. C'est la clé qui va non seulement vous innocenter, mais qui va aussi sceller leur sort. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Ces 3 mois ont été une épreuve. J'ai dû déménager, changer de numéro de téléphone. J'ai vécu dans une peur constante. Mais la rage froide qui m'habitait depuis que j'avais entendu cet enregistrement m'a donné la force de tenir. Le jour du procès, j'étais assise dans la salle d'audience, juste derrière les avocats. Quand ils sont entrés dans le box des accusés, mon père, ma mère et Antoine, ils m'ont vu. Mon père a eu un mouvement de recul. Ma mère a éclaté en sanglots. Antoine m'a lancé un regard noir, plein de haine. Leurs avocats ont tenté de discréditer les preuves de l'ordinateur, parlant de montage, de violation de la vie privée. Mais les experts de la police ont confirmé l'authenticité de chaque fichier. Le moment le plus intense a été lorsque le procureur a fait diffuser l'enregistrement audio dans la salle d'audience. Le silence était total. On n'entendait que les voix de mon père et de mon frère, se vantant de leur cruauté. Le rire de mon père a résonné contre les murs lambrissés du tribunal. J'ai vu les jurés se regarder, le dégoût sur leur visage. J'ai vu mon père se décomposer, son masque de notable respectable s'effritant pour révéler le monstre en dessous. Le verdict est tombé rapidement. Coupable. Tous les 3. Pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux, et blanchiment d'argent. Les peines étaient lourdes. Plusieurs années de prison ferme. Alors que les policiers leur passaient les menottes, mon père s'est tourné vers moi une dernière fois. Il a ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose. Mais aucun son n'est sorti. Il n'y avait plus rien à dire.
La porte de leur cellule s'était refermée, et la mienne, celle de la prison émotionnelle dans laquelle ils m'avaient enfermé, commençait enfin à s'entr'ouvrir. Mais je savais que la reconstruction serait longue et douloureuse. La fin du procès n'a pas été une explosion de joie, mais plutôt un silence assourdissant. Le marteau du juge qui s'abat, le mot « coupable » qui résonne, le bruit des menottes, tout cela a mis un point final à un chapitre de ma vie, mais n'a pas effacé la dévastation. En sortant du tribunal, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. J'avais gagné ma liberté, mais j'avais perdu ma famille, mon passé, une partie de mon identité. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Je vivais dans un nouvel appartement, un petit studio impersonnel que j'avais trouvé en urgence. Le silence était mon seul compagnon. Chaque coup de téléphone me faisait sursauter. Chaque visage familier dans la rue me donnait l'impression d'être observé, jugé. La nouvelle de l'affaire s'était répandue dans notre cercle de connaissances. Certains me voyaient comme une victime courageuse, d'autres, j'en suis sûre, comme la fille qui avait envoyé ses propres parents en prison. C'est dans cette période de solitude et de confusion que des mains inattendues se sont tendues. La première a été celle de Monsieur Moreau. Lui, qui avait tout risqué, avait été condamné à une peine avec sursis pour sa complicité initiale, mais le tribunal avait largement reconnu son rôle de lanceur d'alerte. Lui et sa femme, une femme douce et discrète nommée Hélène, m'ont contacté. « Léa, nous savons que vous êtes seule », m'avait dit Hélène au téléphone. « S'il vous plaît, venez dîner chez nous samedi. N'apportez rien. Venez juste. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait s'enfermer et ne plus jamais faire confiance à personne. Mais une autre partie aspirait à un peu de chaleur humaine. J'y suis allée. Leur maison était simple, chaleureuse, à l'opposé du luxe ostentatoire et factice de mes parents. Le dîner était simple, délicieux. Ils ne m'ont pas posé de questions sur le procès. Ils m'ont parlé de leurs enfants, de leur jardin, de leurs projets de vacances. Ils m'ont traité avec une gentillesse et une normalité qui m'ont fait un bien fou. À la fin de la soirée, en partant, Hélène m'a prise dans ses bras. « Vous faites partie de la famille maintenant, si vous le voulez bien », a-t-elle murmuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines, non pas de tristesse, mais de gratitude. Marc, mon ami informaticien, a également été un pilier. Il m'appelait tous les jours, juste pour prendre des nouvelles, m'envoyait des mèmes stupides pour me faire sourire, et s'assurait que je ne manquais de rien. Il a été le frère que je n'avais jamais vraiment eu. Lentement, très lentement, j'ai commencé à reconstruire. J'ai trouvé un thérapeute, un homme sage qui m'a aidé à démêler le nœud de culpabilité, de colère et de chagrin qui m'étouffait. Il m'a appris que je n'étais pas responsable de leur choix, que mon amour n'était pas une faiblesse, mais qu'il avait été exploité. Il m'a aidé à comprendre que le deuil de parents vivants est une épreuve unique et terrible. Un jour, une lettre est arrivée. Elle venait de la prison. C'était l'écriture de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ce n'était pas une lettre d'excuse. C'était une lettre de reproche. Elle m'accusait d'avoir détruit la famille, d'avoir été ingrate. Elle écrivait que mon père était malade et que c'était de ma faute. La lettre se terminait par une demande d'argent pour la cantine. J'ai lu la lettre, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une distance infinie. J'ai compris qu'elle ne changerait jamais. Que dans son esprit, elle était la victime. J'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. C'était un acte de libération. J'ai recommencé à travailler, me plongeant dans mes projets de design avec une énergie nouvelle. Mon travail est devenu mon sanctuaire, un endroit où je pouvais créer de la beauté à partir du chaos. Et puis, un matin, en buvant mon café, je me suis souvenu de Paris. Le rêve volé. L'opportunité sabotée. Une idée folle a germé dans mon esprit. Et si? J'ai passé la journée à mettre à jour mon portfolio. Le soir même, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais osé faire avant. J'ai cherché le nom du PDG de cette fameuse agence parisienne, Dupont Agency. J'ai trouvé son profil sur LinkedIn. J'ai pris une profonde inspiration, et je lui ai écrit un message. Je lui ai raconté mon histoire. Pas toute l'histoire sordide, mais l'essentiel,
que j'avais été une candidate finaliste 2 ans plus tôt, et que j'avais récemment découvert que l'email d'annulation que j'avais reçu était un faux, envoyé par des membres de ma famille pour des raisons malveillantes. Je lui ai dit que je savais que c'était une démarche peu orthodoxe, mais que je voulais simplement qu'il sache la vérité, et que mon admiration pour son agence était intacte. Je n'attendais rien en retour. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant d'avoir le temps de changer d'avis. Je n'ai pas eu de réponse pendant une semaine. J'avais presque oublié, me disant que c'était une tentative ridicule. Et puis, un vendredi soir, mon téléphone a sonné. Un numéro parisien. Allô, mademoiselle Durand ? Jean-Pierre Dupont à l'appareil. Mon cœur a raté un battement. C'était lui. Le grand patron. J'ai reçu votre message, a-t-il dit. C'est l'histoire la plus folle que j'ai jamais entendue. J'ai fait vérifier nos archives. Vous étiez bien notre candidate favorite à l'époque. Nous n'avons jamais compris pourquoi vous ne vous étiez pas présentée à l'entretien final. Il y a eu un silence. Puis il a ajouté, le poste de directrice artistique n'est pas disponible pour le moment. Mais j'ai un poste de senior designer qui vient de s'ouvrir. Et franchement, quelqu'un avec votre talent et votre cran, ça m'intéresse. Seriez-vous prête à venir à Paris pour en discuter la semaine prochaine ? Le sol ne s'est pas dérobé sous mes pieds cette fois. Au contraire, j'ai eu l'impression de m'envoler. Mon arrivée à Paris n'était pas une fuite, mais une reconquête. Chaque pas dans les couloirs de l'agence Dupont était un pas sur un territoire qui aurait dû être le mien 2 ans plus tôt. L'entretien avec Jean-Pierre Dupont a été moins un interrogatoire qu'une conversation. Il était plus intéressé par ma résilience et ma vision créative que par le drame que j'avais traversé. J'ai eu le poste. Le déménagement à Paris a été un nouveau départ, au sens le plus littéral du terme. J'ai trouvé un petit appartement charmant à Montmartre, avec une vue sur les toits de la ville. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Libre du poids des attentes, libre de l'ombre de la manipulation. Ma nouvelle vie s'est construite non pas sur les ruines de l'ancienne, mais à côté. Les Moreau sont devenus mes parents de cœur. Nous nous appelions chaque semaine. Je descendais à Lyon pour les grandes occasions, et ils montaient me voir à Paris. Ils ont été les grands-parents de substitution que mes futurs enfants connaîtraient. Ils m'ont montré qu'un lien familial ne dépend pas du sang, mais du soin, du respect et de l'amour inconditionnel. Un jour, j'ai reçu une lettre de Maître Dubois. Il m'informait qu'une partie des biens saisis à mes parents allait être vendue aux enchères pour dédommager les victimes. Il y avait aussi un petit fonds que les victimes, émues par mon histoire, avaient collectivement décidé de me léguer. Ce n'était pas une somme énorme, mais le geste était incroyablement puissant. C'était la reconnaissance de mon statut de victime par ceux qui avaient le plus souffert. J'ai utilisé cet argent comme apport pour mon appartement parisien. Un foyer construit non pas sur des mensonges, mais sur un acte de solidarité inattendu. Quant à ma famille biologique, les liens se sont définitivement rompus. Je n'ai plus jamais eu de contact direct avec ma mère ou mon frère. J'ai appris, des années plus tard, qu'à sa sortie de prison, Antoine avait quitté le pays. Ma mère, elle, est allée vivre chez une lointaine cousine, se plaignant amèrement de son sort jusqu'à la fin. Mon père m'a écrit une fois, après sa libération. Une longue lettre, confuse, où se mêlaient des semblants de regrets et beaucoup d'apitoiement. Il ne demandait pas pardon pour ce qu'il avait fait, mais plutôt pour s'être fait prendre. Je ne lui ai jamais répondu. Le pardon est une chose complexe. Peut-être qu'un jour, je lui pardonnerai pour moi-même, pour me libérer du dernier poids de la colère. Mais pardonner ne signifie pas oublier, et encore moins renouer. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour protéger sa propre santé mentale. Aujourd'hui, ma vie est pleine. J'ai un travail que j'aime, des amis formidables. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bon et simple qui connaît mon histoire et qui ne la voit pas comme un fardeau, mais comme la preuve de ma force. Cette épreuve m'a appris une leçon fondamentale. La famille dans laquelle on est une loterie. Parfois, on gagne le gros lot. Parfois, on tire le pire numéro. Mais la vraie famille, celle qui compte, c'est celle que l'on choisit. C'est celle que l'on construit, jour après jour, avec les gens qui nous élèvent, qui nous soutiennent, qui nous disent la vérité même quand elle est dure, et qui se réjouissent de nos succès comme si c'était les leurs.
Ma famille, aujourd'hui, est composée d'un couple de retraités lyonnais, d'un ami geek au grand cœur et d'un cercle d'amis parisiens. Elle est peut-être peu conventionnelle, mais elle est réelle. Elle est solide. Et elle est à moi. Le message que j'ai reçu ce soir-là a bien fait exploser ma vie, mais c'était une démolition nécessaire. Il fallait que l'édifice de mensonges s'écroule pour que je puisse enfin construire ma propre maison, sur des fondations saines, baignées par la lumière de la vérité. Avez-vous déjà eu quelqu'un d'inattendu se présenter pour vous lorsque votre famille vous a laissé tomber? Ou avez-vous été la personne qui est intervenue en cas de besoin, comme l'a fait Monsieur Moreau pour moi? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a résonné en vous, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie, de trahison et de reconstruction. Et rappelez-vous toujours, parfois, les plus belles familles sont celles que nous créons par l'amour et le choix, pas seulement celles dans lesquelles nous sommes nés. Merci de m'avoir écouté, et prenez soin de vous.